T'as-tu un micro, toi? Ça marche. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. On fait la conférence comme ça veut dire que. Ils m'ont dit que le triangle de Bermude t'es rendu ici, puis qu'il n'y a plus un seul micro sur tout le micro qui marche. Alors, c'est enregistré quand même en passant les cassettes au impeccable. Le seul problème qu'il y a, c'est que vous devrez les acheter. Bon, les messages que Mario voulait faire tout à l'heure, en l'occurrence, étant donné qu'on a perdu un petit 15 minutes du début parce qu'on n'entendait pas en arrière, on va poursuivre un petit 15 minutes vers la fin pour pouvoir récupérer au moins sur le temps. En ce qui concerne les cassettes, c'est parfait, c'est bien enregistré, sauf que là, ça va peut-être être enregistré un peu fort, mais ça leur apprendra à ceux qui viennent pas. En arrière, on m'entend bien? Parfait. Faut qu'on t'entende, toi, tout. L'écrivain Charles Fort, dans son livre Le livre des damnés, décrit des phénomènes comme des pluies de grenouilles, de sang, blocs de glace, de pluie. Ces pluies viennent-elles des mondes parallèles? Et ce sont des créations d'énergie vitale. Tu n'as assez dit. Bon. Alors, l'écrivain Charles Tréfort, dans son livre Le livre des damnés, décrit des phénomènes comme des pluies de grenouilles, de sang et des blocs de glace. Ces pluies viennent-elles des mondes parallèles ou ce sont des créations de l'énergie vitale? Alors, au niveau du triangle des Bermudes, effectivement, de temps en temps, il y a des bateaux qui ont eu des problèmes, recevoir des blocs de glace sur la tête. Ils ont aussi pu voir une espèce de neige jaunâtre, verdâtre, et de temps en temps, une forme de neige blanche qui n'était pas de la neige. Cette forme de neige blanche, elle a été aperçue une autre fois sur la planète, près de Pondichéry en Inde, par Mère, la femme de Sri Aurobindo, et elle décrivait cette neige blanche comme étant l'un des phénomènes de matérialisation de l'énergie supramentale à l'échelle de la planète. Ce qui est un peu cela. Tout à l'heure, j'expliquais que le triangle des Bermudes était un phénomène qui était relié au phénomène ovnique, et le phénomène ovnique, on va le voir surtout la semaine prochaine, est un phénomène extraterrestre relié à l'énergie supramentale, qui est la densification la plus basse du phénomène de l'esprit. Plus bas que ça, il y a l'homme, il y a le phénomène mental, le phénomène... Lorsque je dis que les extraterrestres, s'ils restent longtemps à l'échelle de notre planète, deviennent des êtres extrêmement évolués, il faut comprendre qu'effectivement, l'être extraterrestre peut être exprimé dans le contexte de notre planète de deux façons. La première, d'une façon supramentale, celle qui ne voit pas l'involution comme on la considère au niveau des crapauds. Tout à l'heure, je parlais de crapauds. Ça peut être d'autres choses, ça peut être des sangsues, ça peut être des verrues, ça peut être des affaires. Bon. Des phénomènes très évolués. L'autre parallèle, l'autre partie extraterrestre qui va être exprimée à l'échelle de notre planète va se faire par l'intermédiaire d'un contact avec l'homme et non pas d'un contact visuel avec l'homme, non pas dans un vaisseau spatial et par une rencontre du troisième type. Les rencontres du troisième type sont toujours des rencontres qui ne sont pas longues. La meilleure chose à faire pour rencontrer un humain et physiquement jaser avec un humain dans la phase, disons, d'apparition extraterrestre involutive, c'est de kidnapper l'humain, l'amener à bord de son vaisseau et sacrer son camp. L'humain, lui, ne risque rien dans un contexte plus évolué. Tandis que l'extraterrestre risque énormément dans un contexte très involué. Alors, ou bien il y a rencontre du quatrième type, c'est-à-dire enlèvement, ou bien il y a contact extraterrestre par l'intelligence supramentale au niveau du mental des humains et sans apparition loufoque d'extraterrestres dans des corps physiques. Lorsqu'un bateau traverse le triangle des Bermudes, mais non pas dans la phase attractive de ce phénomène énergétique, mais dans la phase expansive. Tout à l'heure, lors de la première partie, j'ai parlé des conditions, disons, périodiques de notre planète, des marées énergétiques, et on a de temps en temps au niveau du passé, habituellement à l'époque préhistorique, on a comme aujourd'hui, des fluctuations, attractions, répulsions. Lorsque un navire, même un avion, ça s'est déjà vu dans un avion,
lorsqu'un navire traverse le triangle des Bermudes et qu'il est dans la phase de répulsion énergétique, ce sont des choses de ce continuum spatio-temporel qui vont être projetées dans notre continuum spatio-temporel. Et étant donné que la porte du triangle des Bermudes mène vers le passé et d'autres portes mènent vers l'avenir, étant donné que la porte de ce triangle mène vers le passé, lorsqu'il y a répulsion, ce sont des choses de ce continuum spatio-temporel qui vont être régurgitées dans notre continuum à nous, et c'est ce qui va donner ce genre de pluie qui va être donc connu et qui va être narré par ce bonhomme, M. Faure. J'ai fini. Pourquoi n'y aurait-il pas eu ailleurs dans la galaxie et le reste de l'univers Pourquoi il n'y aurait-il pas eu... Est-ce que vous entendez? Oui. Pose pas de question. N'y aurait-il pas eu d'ailleurs ailleurs dans la galaxie et le reste de l'univers des êtres vivants intelligents qui auraient suivi le même processus évolutif que nous, c'est-à-dire des civilisations en progression? En fait, je ne comprends pas que tu affirmes que les extraterrestres régressent. Bon, c'est facile à comprendre. Est-ce qu'on m'entend? Oui. C'est facile à comprendre pourquoi je l'affirme. Je l'affirme simplement parce que c'est le cas. Les extraterrestres sont en régression. L'être humain a besoin de quoi? L'être humain a toujours eu besoin de sauveurs et il n'a jamais été capable de supporter dans sa conscience le fait, premièrement, que lui n'est pas de la merde et le fait, deuxièmement, que tout ce qui apparaît devant sa face n'est pas nécessairement des choses bonnes pour lui. Ça, l'humain n'est pas capable d'arriver à comprendre cette chose. L'humain n'est pas capable de s'en sortir. L'humain peut pas changer ses couches tout seul. L'humain va à peine sur la Lune, puis des fois, il y a des problèmes avec ses navettes. L'humain est une larve. L'humain est un être médiocre qui a besoin soit des extraterrestres quand on est théologiquement scientifique, soit de Dieu lorsqu'on est scientifiquement théologique. Mais l'humain est autre chose que ce que l'humain pense. Il y a des phénomènes à l'échelle de notre évolution cosmique qui ont continuellement l'heure et l'homme, ce qui porte le nom de mensonge cosmique, donc les archétypes primaux, qui ont toujours l'heure et l'homme et qui ont toujours instruit l'humain qu'il était médiocre pour un paquet de raisons. Enfin, des raisons qu'on pourrait expliquer, mais qui sont peut-être un peu dramatiques pour les personnes qui m'entendent pour la première fois. Mais qui permettent de considérer l'humain comme étant autre chose que de la boue. Lorsque l'on parle de la chute de l'homme, j'en ai déjà parlé, je répète un peu quand même. La chute de l'homme, opérée apparemment par un ange de lumière, Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. L'être humain est aussi de la lumière, sauf que l'être humain est de la lumière qui n'est plus rayonnante. Lorsqu'un phénomène énergétique dans notre univers, parce qu'un jour il y a eu une explosion massive qui porte le nom théologique de création, qui porte le nom scientifique de Big Bang et qui porte le nom de Daniel Kemp de création. Lorsqu'il y a eu cette création, les énergies qui ont permis la constitution de ce super univers, ces énergies ont un problème. Elles sont apparues dans un continuum limité par le temps et même si elles sont en expansion, elles ralentissent. C'est ce qu'on appelle la densification, c'est ce qu'on appelle aussi le gel de nos planètes. On sait très bien que la Terre s'est refroidie depuis le début, on sait que les soleils finissent par se refroidir et on sait un paquet de choses. Les énergies d'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'énergie d'intelligence? C'est pas une énergie qui connaît les formules mathématiques déjà découvertes. L'énergie intelligente, c'est une énergie qui connaît les formules mathématiques pas découvertes. C'est pas une énergie qui connaît toute la tradition, c'est une énergie qui bâtit une nouvelle tradition. C'est pas une énergie qui est capable de parler du passé, c'est une énergie qui parle de la réalité, de l'instantané, et sans coloration du passé. C'est ça de l'intelligence. Ça n'explique pas le présent à partir du passé, ça explique le présent à partir du présent. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont intelligents. Les humains sont intellectuants. Hein? Ils réfléchissent à partir de leur mémoire. Ce qu'ils n'ont pas appris, ils peuvent pas en parler, ils savent pas. Mais à un moment donné, l'homme nouveau, l'être humain qui devient intelligent, mais ce qu'il n'a pas appris, il s'en fout, il en parle pareil, puis en parlant, il l'apprend. Ça, c'est intelligent, c'est plus brillant. C'est difficile à comprendre encore par l'homme qui reste ancien. Mais on sait très bien que dans le passé, tout ce qu'on a découvert, la grande majorité des personnes qui ont découvert des choses, ils y allaient par intuition. C'était pas un cave du monde des morts qui venait instruire la personne. La personne de son vivant ne le savait pas. C'est pas parce qu'elle est morte qu'elle sait. Bon. C'est pas non plus parce qu'un extraterrestre de dire à l'homme, fais ceci, fais cela, fais cela. L'être humain se passe son temps à dire qu'il y a un libre arbitre, puis il est toujours régé soit par les extraterrestres, soit par les astres, soit par des dieux, soit par ceci, soit par cela.
Alors, les barbites, ils le trouvent nulle part, puis ils continuent à croire qu'il y en a un. Au niveau de notre galaxie, l'intelligence, donc la conscience, celle qui sait ce que vous étiez, mais ce que vous êtes plus, mais ce que vous allez redevenir. Des belles promesses de la théologie, mais veut pas, c'est ce qui va se passer. L'intelligence n'est pas suffisamment stupide pour, à un moment donné, devenir de la matière de façon à créer un support dans la matière permettant l'arrêt, donc le blocage de l'involution du reste des intelligences de notre création. L'être humain est unique premièrement en son genre pour un paquet de raisons. Lorsque certaines formes d'intelligence, que dans la théologie on appelle certaines parties de Dieu, ont décidé, c'est-à-dire que intentionnellement ont décidé de devenir de la misère, de devenir de la chair humaine, de devenir un truc qui existerait sur une planète dense, un truc qui devrait découvrir le feu, un truc qui devrait se brûler pour comprendre ce que c'est, un truc qui devrait réapprendre à faire l'amour, un truc qui verrait que s'il en fait trop d'enfants, un truc qui devrait chasser. Imaginez-vous bien que tous les animaux sur la planète ont ce qu'il faut pour rester vivants face à leurs prédateurs, sauf l'homme. L'homme a juste sa tête. Mais sa tête contre des muscles de chevaux, contre des muscles d'ours des cavernes, contre des muscles de smilodon, c'est pas quelque chose de bien brillant. Il a fallu que l'homme la développe. Tant que l'homme ne pouvait pas la développer, l'homme vivait dans des cavernes, l'homme vivait confiné dans des trous, puis l'homme se battait un petit peu entre lui. L'intelligence, imaginez-vous bien que dans notre création, il n'y a pas énormément d'intelligence qui ont un jour accepté de devenir tout à fait stupides, de perdre complètement leur identité, de plus savoir ce qu'ils étaient ni d'où ils venaient. Et pourquoi que Dieu ne se présente jamais dans la tête d'un homme? Parce que Dieu, quand il descend au niveau d'un homme, il devient exactement le niveau de l'homme. Si l'homme n'est pas conscient, le Dieu qui vient parler n'est pas plus conscient. C'est pourquoi de toutes nos religions, on a énormément de religions qui ont généré des guerres religieuses, qui ont généré des meurtres, qui ont généré, on regardait le catholicisme avec ceux qui ont été brûlés, avec Galilée qui a été mis en prison, simplement parce que lorsque ces énergies viennent communiquer avec un homme, elles ne peuvent pas communiquer du point de vue de l'énergie, mais elles doivent s'ajuster à l'homme, vu que l'homme ne peut pas s'ajuster à l'énergie. Lorsque ces énergies ont accepté de devenir des êtres humains, elles savaient qu'elles perdraient complètement leur identité parce que dans le continuum où elles devraient être exprimées, elles seraient suffisamment densifiées, ralenties en vibration, qu'elles n'auraient plus la conscience de connaître. Alors, il n'y a pas énormément d'énergie qui ont accepté de jouer ce jeu maudit. C'était essentiel parce que l'intelligence ne peut pas connaître la matière. On dit Dieu connaît tout. Mais Dieu connaît tout. Pourquoi, à un moment donné, la théologie dit-elle que Dieu a envoyé son Fils qui a dû se faire homme? Parce que s'il se fait pas homme, il peut pas connaître l'homme. S'il se fait pas homme, il peut pas parler à l'homme. Et on sait très bien avec l'épopée du Nazaréen qui a souffert en masse, qui a été jeune, qui a eu des problèmes, qui a eu etc., jusqu'à un moment donné où, dans son évolution, il a renoué ses contacts avec son intelligence. Mais c'est pas fait de même. Pourquoi Dieu n'apparaît pas pape devant l'humanité et que ça marche plus? Parce que Dieu doit devenir un homme. Et lorsque Dieu devient un homme, il y a un maudit danger. C'est qu'il risque carrément d'oublier qu'il était Dieu avant de devenir l'homme. Et c'est ce qui est arrivé aux êtres de lumière qui constituent l'humanité. Alors donc, toutes les énergies ne veulent pas. Il y a une panoplie de ces énergies qui acceptent. Ces énergies-là, on appelle ça la chute de l'homme. Alors, le guide de lumière majeur, Lucifer, a orchestré dans l'Antiquité, la phénoménologie de la terrestrification des énergies intelligentes pour constituer l'homme. Sur les autres planètes, on attend. On attend que l'humain devienne suffisamment évolué, donc ascendant, pour pouvoir commencer à instruire l'intelligence de ce que c'est que la matière. Parce que l'intelligence ne connaît la matière que si elle devient matière. Et lorsqu'elle devient matière, elle est plus intelligente. Alors l'humanité, après quelques milliers d'années, même millions d'années d'évolution dans la merde, a su créer des strates d'évolution lui permettant aujourd'hui de pouvoir renouer le contact avec le Christ, c'est-à-dire avec l'énergie christique, c'est-à-dire avec l'énergie supramentale, donc avec l'intelligence instantanée, intelligence qui n'est pas reliée aux mémoires de l'humanité. Ce qui va permettre un jour à chacun d'entre vous de pouvoir simplement parler et d'apprendre en parlant, pas toujours d'apprendre en écoutant. Bon, à un moment donné, ça va venir. Pourquoi dans l'univers, il n'y a pas d'autres contextes d'évolution comme l'humanité? Pour la simple raison que c'est inutile. L'humain marche d'une façon exemplaire. L'humain fait des guerres, l'humain s'entretue, l'humain a exploré toutes les facettes de la matière. L'humain a exploré toutes les facettes de l'émotion. Tout ce que l'humain a fait
C'est pas nécessaire que ça se reconstitue dans notre galaxie. L'humain le fait et il le fait bien. Pour que l'homme accepte de rester foireux sur la planète Terre, alors on a créé un archétype qui s'appelle le ciel, et lorsque l'humain se réfère au ciel, on lui dit « T'es une larve. Tu dois servir ton Dieu, puis si tu le sers bien, tu seras récompensé. Si tu es le peuple élu, si on t'attaque, Dieu va envoyer ses armées massacrer les autres. Et toutes les autres ont leur religion disant que les autres, c'est toi. » Et c'est normal. L'humain ne devait pas être capable de se rappeler de son origine cosmique. Pourquoi? Parce qu'il aurait fait ce que Lucifer a voulu faire. Il aurait voulu évoluer plus vite, il aurait voulu sacrer son camp plus secret. Le rôle de l'homme n'est pas de sacrer son camp. Le rôle de l'homme est de rejoindre le contact de l'intelligence supramentale, la partie la plus basse de l'esprit, tout en ayant les deux pieds sur le plan planétaire. Ça sera alors le seul esprit dans notre création qui aura un corps de chair, donc de matière, et qui restera intelligent. Tous les autres n'ont pas de corps de chair ou ne sont pas intelligents. Alors ça, c'est pourquoi que l'humain est relativement spécial. Mais l'humain étant médiocre, les Québécois d'autant plus, lorsqu'on dit que le Québec a inventé telle chose, les Québécois, c'est ça nous autres. Mais imaginez-vous, quand je parle de la planète Terre, l'homme est quelque chose d'extrêmement essentiel dans l'évolution de notre création. Et si vous aimez parler de Dieu, sachez que Dieu a un besoin vital de l'homme, autant que l'homme a un besoin vital de Dieu. Les deux sont la même chose, sauf qu'il y en a un qui doit descendre et l'autre doit monter suffisamment rapidement pour pouvoir ramasser cette énergie. Les extraterrestres attendent, espionnent. Est-ce que le mont Saint-Hilaire serait un endroit qui se prête au phénomène OVNI? Toutes les régions se prêtent au phénomène OVNI. Le Saint-Hilaire étant une montagne qui a poussé énergétiquement en plein champ, comme d'ailleurs Saint-Bruno et comme d'autres montagnes, sont des phénomènes qui peuvent permettre une attraction énergétique d'OVNI. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de voir des soucoupes volantes au-dessus du mont Saint-Hilaire? Pas nécessairement. Le phénomène d'apparition OVNIque peut se faire directement au sol, sans nécessiter l'apparition d'un OVNI. Donc, on peut avoir des contacts similaires aux contacts extraterrestres sur le mont Saint-Hilaire, sans nécessairement y voir un OVNI. Et ce n'est pas des contacts qui sont essentiels pour l'humain. Ce ne sont pas des contacts qui sont dangereux. Ce ne sont pas des contacts qui sont utiles. Ce sont, disons, des amuse-gueules qui peuvent servir certains humains, mais comme tels ne peuvent pas servir la majorité d'entre vous. L'être humain recherche continuellement le contact avec quelque chose qu'il catalogue comme supérieur. Si vous ne connaissez pas les extraterrestres puis vous les cataloguez déjà supérieurs, puis qu'en réalité, ils ne le sont pas, comment allez-vous faire pour le savoir? Vous le saurez jamais. Non, vous les vénérez avant même de les rencontrer. J'expliquais à une conférence que ce qu'il faut faire pour pouvoir juger d'un extraterrestre, c'est le mettre à poil, vous mettre à poil, puis vous mettre tous les deux dans le même problème. Lequel des deux va s'en sortir? L'extraterrestre avec son vaisseau, il l'a pu. Avec son laser, il l'a pu. Avec ses antigravités, il les a pu. Mais l'humain ne l'a pas eu non plus. Lequel des deux va s'en sortir? Placez-les les deux dans une cage avec un lion, puis checkez bien lequel des deux est le plus évolué. L'extraterrestre ou l'homme. On compare toujours l'évolution extraterrestre à partir de leurs habits, de leur langage, de leur vaisseau, de leur technologie. Mais non, c'est pas ça qu'est l'évolution. Est-ce que les gars qui ont été dans les navettes ou qui ont été sur la Lune sont plus évolués que vous autres? Ben, ils arrivent avec une navette, ça qui sont plus évolués. Ils n'ont pas bâti à navette. C'est pas un humain qui l'a bâti à navette, c'est un paquet d'humains qui l'ont bâti à navette. Est-ce que l'intelligence de l'homme est proportionnelle au résultat? Prenez l'astronaute, foutez-le dans un problème comme vous en avez vous autres, là. Amenez-le dans un bordel où il y a une fille qui se drogue et qui se prostitue, là. Prenez un extraterrestre qui vivrait ça, puis regardez comment il va agir. On n'a jamais pensé ça. Les extraterrestres vivent pas comme ça. Ils veulent pas venir d'un bordel. Non, parce que plus qu'ils vont dans quelque part de bas, plus qu'ils se désagrègent vite. Alors, l'évolution d'un humain, on veut rencontrer des extraterrestres pour qu'ils nous répondent à des questions. C'est bien évident que l'extraterrestre ayant une vue globale de ce qui se passe peut répondre à certaines questions. Mais ces réponses sont absolument pas en relation avec ce que vous vivez. Les extraterrestres, pas des maîtres. Ils attendent. Ils ont besoin. Et dans le continuum de notre planète Terre, ils se densifient suffisamment pour avoir de l'orgueil de l'ego, pour donner des missions aux hommes, puis pour un paquet d'autres choses comme ça. Donc, quand vous rencontrez un extraterrestre, c'est pour lui demander un livre, fait rien d'autre. Le livre de la cosmogonie d'Urantia est-il exact? Et dans le même ordre, pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, d'où vient la cosmogonie d'Urantia? Bon, la cosmogonie d'Urantia est un livre qui est aussi intelligent que la Bible, le Talmud, la Bhagavad Gita.
le Coran, etc. C'est un psychiatre qui l'a écrit, même s'il a passé son temps à dire qu'il ne l'avait pas écrit, suite à un contact avec l'intelligence supramentale. Il a écrit ce livre qui contient des choses qui sont tout à fait réelles, qui contient des choses qui, selon un point de vue, sont aussi réelles. Cosmiquement, la cosmogonie n'est pas parfaite. Planétairement, elle est intéressante. Est-ce qu'on doit lire un livre dans le but de trouver ce qu'on doit connaître? Non. On doit nous trouver ce qu'on doit connaître et se référer à un livre pour savoir s'il le suit lui avec. C'est un peu comme la Bible. La Bible est intéressante parce que quand on la relit, on dit « Ah bon, mais là, je comprends plus. » C'est ça. Tu peux pas comprendre avant la Bible. Tu comprends après. Quand tu as compris la Bible, là, tu peux la comprendre. Autrement dit, quand tu as compris, tu n'as plus besoin de la Bible. Mais quand tu n'as pas compris, elle te l'enseigne pas non plus. Et ça, c'est l'apanage de tous les livres sacrés. C'est ça, un livre sacré. Tu lis la Bible, puis tu comprends des choses. 10 ans après, tu relis le même passage. Ah là, tu viens de comprendre mieux. Puis 10 ans après, tu relis. Ah là, c'est ça, c'est normal. Plus tu changes, plus tu interprètes et tu comprends mieux. C'est l'apanage des livres sacrés. Les autres livres n'ont pas ce pouvoir. La cosmogonie d'Urantia, c'est le même phénomène. C'est une application supramentale pour contrebalancer différentes choses au niveau des forces d'évolution de notre planète. Alors, un bonhomme, à un moment donné, a été contacté. Il n'a pas su ce qu'il faisait. Il a écrit la cosmogonie d'Urantia. Il ne l'a pas compris lui-même. Et d'ailleurs, il a même presque oublié qu'il l'avait écrit. C'est d'ailleurs pourquoi il a toujours nié l'avoir écrite. C'est un livre intéressant. C'est un livre à ne pas lire, comme plusieurs autres livres. C'est-à-dire, vous commencez à les lire, vous comprenez plus rien. Ils sont tellement compliqués qu'en fin de compte, non. Elles sont là pour laisser une trace matérielle de phénomènes intelligents, de façon surtout à instruire le ciel de notre planète, l'astral planétaire, plutôt que d'instruire l'humain. C'est un livre qu'on peut lire si ça nous intéresse. C'est un livre que, si on ne lit pas, ben on ne paiera rien non plus à ne pas l'avoir lu. Pourquoi le passé est-il moins dommageable pour leurs états physiques, les extraterrestres? La région passée où les extraterrestres peuvent se réfugier par le biais du triangle des Bermudes est une région où notre planète est encore très chaude. Elle n'est pas densifiée comme elle l'est aujourd'hui. Cela veut dire que la phase Kali-Yuga, donc l'âge de fer, où on est en train de pénétrer, enfin on est même déjà dedans un peu, l'âge de densification majeure de notre planète, elle va commencer à se réchauffer par la suite. À l'époque où les extraterrestres se réfugient dans le temps par le biais du triangle des Bermudes, la planète Terre est encore en ébullition, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bouillante, mais les continents n'ont pas la solidité que nous connaissons aujourd'hui. Il y a différents métaux qui n'ont pas été densifiés. En l'occurrence, il y a l'uranium qui n'existe pas et qui porte dans le jargon atlantéen le nom d'oricalque pour la simple raison qu'il est comme l'or, mais il a une densité légère. Aujourd'hui, on n'en trouve plus, tandis qu'en Atlantide, on avait des mines d'oricalque. C'est normal qu'on n'en trouve plus. Ça devient de l'uranium. L'uranium est quelque chose d'intéressant par rapport à l'or. Lorsque l'uranium, qui est radioactif, prend, disons, 140 millions d'années à épuiser sa radioactivité, lorsqu'il a fini d'irradier, qu'est-ce que c'est de l'uranium? Ben, c'est du plomb. Bon, ça avec on le sait aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'uranium faisait le plomb. Le plomb, les alchimistes s'amusaient à le transformer en or par des principes que j'ai déjà expliqués. Alors, les ovnis se réfugient dans le passé, un passé qui n'est pas aussi dense que ce que nous connaissons, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être involués comme ils le seraient aujourd'hui, où nous sommes dans l'âge de fer, c'est-à-dire l'âge du mal, pour prendre le terme hindou Kali-Yuga, dans un âge apocalyptique, pour prendre les termes, disons, bibliques. Les extraterrestres n'ont réellement pas d'avantage à rester longtemps dans notre monde. Un humain peut-il avoir été enlevé par les extraterrestres? Il y a des extraterrestres qui ont été enlevés par des humains, mais la majorité, disons, dans la majorité des cas, c'est l'inverse. Les humains sont enlevés par des extraterrestres. Oui, il y a une personne ici au Québec, une personne assez honorable, François Bourbeau, que certains connaissent peut-être, qui a fait à un moment donné un bon documentaire sur, justement, les enlèvements d'ovnis. Contact, surtout avec Monsieur X, qu'on a connu à un moment donné ici avec. Et il ressort de tous les contacts extraterrestres, premièrement, qu'ils sont faits dans des petites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs et tous les spectateurs sont enlevés. Deuxièmement, que tous ceux qui sont ramenés sur le plan planétaire se font hypnotiser. Dans l'hypnose, on leur spécifie bien de ne rien révéler et en même temps, on leur donne une mission. Et quel que soit le contact, ils ont tous une mission et ils ont tous été hypnotisés. Certains prétendent ne pas avoir été hypnotisés, mais ils oublient des choses pareilles. Tous ceux qui disent qu'ils ne doivent pas rien révéler font plein de conférences là-dessus. Donc, c'est des phénomènes antagonistes. Et tous
toujours, les personnes qui ont été enlevées n'ont jamais été des personnes de grande autorité sur notre planète. C'est normalement des journalistes ou normalement des personnes simples. Il y a des traces, disons, matérielles de leur enlèvement, soit sur leur automobile, soit sur leurs vêtements. Il y a des choses comme ça, parce que les ovnis, lorsqu'ils se densifient ici, existent effectivement. D'ordre de constitution, d'ordre vital, ils bousillent tout le phénomène électronique, magnétisent les choses, enfin, refont quelque chose qui ressemble un peu à ce que le triangle des Bermudes fait sur les appareils et sur les navires, parce qu'on travaille avec de l'énergie tellurique, donc de l'énergie vitale, ce qui donne amène les mêmes symptômes au niveau des contacts. Maintenant, les humains qui ont été enlevés n'ont jamais été plus brillants après qu'avant. Les humains qui ont été enlevés n'ont jamais pu répondre à des questions irrépondues après, sauf un qui a mené un phénomène relativement intéressant. Et c'est normal, plus l'humanité avance dans son évolution, plus l'extraterrestre qui évolue peut entrer en contact avec lui dans une évolution plus grande que s'il rencontrerait un pauvre type sur la planète. Alors, il vient un moment donné où on peut commencer à écrire des réponses, mais encore là, on ne répond pas à des choses nouvelles. On amène des phénomènes pour répondre, pour essayer d'expliquer certains livres religieux, de façon à ce que la majorité des personnes qui ne réfléchissent pas d'eux-mêmes, mais qui recherchent une solution apportée par l'extérieur, puissent embarquer à l'intérieur de ce genre de phénomène. Un jour, j'étais petit, j'ai lu un livre assez intéressant, et dans ce livre, on expliquait la Bible. J'ai lu le livre de fond en comble, c'est un de mes amis qui me l'avait prêté, un adulte. Et quand je lui ai ramené, je lui ai montré les 3 grandes erreurs du livre. Alors, il a lu les 3 grandes erreurs du livre, il dit, crime, ça se peut pas que j'avais pas vu ça. Ben, c'est ça. Tous ceux qui le verront pas ont des problèmes. L'humain reste confiné dans son intelligence, même s'il n'en a pas la conscience, ce qui fait que l'humain, d'instinct, par intuition, n'embarque pas dans tout ce qui arrive. Les contacts extraterrestres sont intéressants. Les contacts extraterrestres sont des choses qui sont banales. Évidemment, pour l'humain qui n'en vit pas ou qui aimerait en vivre. Enfin, s'il n'en vit pas, des fois, il l'envie, qui aimerait en vivre. Et ça devient intéressant pour lui, mais sachez une chose, c'est qu'il n'y a aucun contact extraterrestre jusqu'à date, à partir d'extraterrestres corporifiés, qui a amené quelque chose de bien à l'humanité. Les seuls contacts extraterrestres qui ont mené des choses intéressantes ont été les contacts melchisédiens, donc par l'ordre des Melchisédek, qui est une phénoménologie d'extraterrestres qui n'existe presque plus aujourd'hui, un catalyseur d'évolution de l'époque de Moïse surtout, et qui a succédé par la suite et qui a rencontré d'autres individus. Et on a des contacts qui ne sont pas de type extraterrestre en ce sens, qui ne viennent pas à bord d'appareils, de vaisseaux spatials, mais qui viennent à bord d'appareils humains comme vous, et qui vivent comme les humains, donc à l'époque de ces précurseurs, disons, de la conscientisation. Moïse, l'un des premiers, a fusionné les égrégores religieux, prendre le polythéiste, l'amener sur un monothéiste, a eu un contact avec un Melchisédek, un catalyseur d'évolution, sur des choses sur lesquelles on pourra revenir de toute façon au niveau de 87. Alors, les contacts extraterrestres, très intéressants. Il y a beaucoup d'humains qui ont été enlevés. Il y en a qui ont jamais été ramenés pour la simple raison que quand les barrières sont retraversées, les humains résistent pas. Les vaches non plus. Est-il vrai que les scientifiques auraient déjà inventé un vaisseau antigravitationnel que l'homme identifierait aux ovnis, d'où supercherie d'une dimension planétaire? Bon. Faut comprendre une chose. C'est évident que les États-Unis d'Amérique et l'URSS, entre autres, travaillent énormément sur la conception d'un vaisseau qui ressemblerait aux ovnis par accident. C'est-à-dire qu'on veut fonctionner avec un phénomène d'antigravité. Mais Ézéchiel, est-ce qu'il avait vu un vaisseau américain? Est-ce que Léonard de Vinci avait vu un vaisseau américain? Est-ce que tous les phénomènes du passé qu'on a sur ces ovnis, ils avaient vu des vaisseaux américains ou russes? Non. Alors, ce qui fait que les Américains en aient ou en aient pas, ça ne change rien au phénomène ovni. Et si on regarde le nombre de fois que les Américains, avant d'avoir une technologie comme ils ont aujourd'hui, ont eu des problèmes avec leurs avions de chasse, ont eu des problèmes avec leurs transporteurs aériens, face à des ovnis, on peut constater au Vietnam à un moment donné, où on a un avion de chasse américain, où on a un avion de chasse chinois qui survole une partie du Laos et qui, à un moment donné, les 2 avions se font heurter par un 3e avion qui, lui, poursuit sa route comme si de rien n'était et qui, l'avion de chasse américain et chinois sont écrasés. Ça a été photographié par d'autres pilotes et l'avion qui les a frappés n'avait rien. Il a même pas zigzagué, il a continué sur sa route et il a simplement disparu. Bon, alors, un avion américain qui vient descendre des avions américains. OK, les Américains sont capables de faire sauter des bombes en Allemagne pour mettre ça sur le dos de d'autres. Mais au niveau militaire, c'est rare que les avions de chasse ou les avions militaires américains s'autodétruisent eux-mêmes. Et on a tellement de preuves
américaine comme soviétique, de l'existence des ovnis antérieurement à cette science. Pourrais-tu expliquer c'est quoi une planète globuleuse et aussi comment un extraterrestre vivant sur Vénus pourrait survivre à des températures de 400 degrés centigrades et une pression atmosphérique 90 fois celle de la Terre et des pluies acides sulfuriques? Bon, premièrement, comme j'expliquais, Vénus n'a pas toujours eu la même forme qu'elle a présentement parce que Vénus s'est ajoutée à notre système planétaire à un moment donné. Une planète globuleuse, je veux dire par là une planète qui est encore en ébullition, c'est-à-dire une planète qui, prenons l'exemple de la Terre, qui a un certain diamètre. Lorsque la Terre, il y a quelques millions d'années, était là, son diamètre était beaucoup plus grand parce que la planète n'était pas densifiée, elle ne s'était pas refroidie pour s'agglomérer dans une masse solide. Alors, la planète globuleuse, c'est une planète comme un peu comme Vénus, mais encore plus, disons, vaporeuse que Vénus. Bon, le phénomène des Vénusiens. L'extraterrestre, je le répète, n'est pas un être de chair et d'os. Il vit dans un continuum extraterrestre, donc lorsqu'il n'est pas confiné à la densité, à la gravité, à l'attraction de notre planète, au niveau vital comme au niveau matériel, il n'a pas la même expression que vous et moi. Cela veut dire qu'il ne peut pas subir d'altération due à la chaleur. On sait très bien que certains individus sur notre planète arrivent à hausser suffisamment leur taux vibratoire vital pour marcher dans des charbons rouges sans se brûler. Bon, alors l'extraterrestre qui n'a même pas de corps physique réel, sur un contexte comme Vénus, n'a aucun problème à vivre avec cette pression qui est matérielle et qui n'est pas énergétique, et cette chaleur qui est énergético-matérielle mais qui n'est pas assez élevée pour influencer l'expression vitale de notre extraterrestre. Lorsqu'il vient sur le contexte planétaire, il est densifié, donc il est réduit en volume, il rétrécit et il peut être facilement soumis à des armes à feu, à de la combustion, à l'électrocution, à la radiation, un paquet de choses comme ça. Faut pas penser que l'extraterrestre nous ressemble. Sur le plan planétaire, il se fait en derrière pour nous ressembler. Quand il s'éloigne du plan terrestre, il redevient énergétique, donc il n'a plus ni besoin de vaisseau spatial, ni besoin de scaphandre, ni besoin de quoi que ce soit. Ils sont chanceux, eux autres, hein? Pourquoi des hommes scientifiques qui ont probablement trouvé des explications à ces phénomènes au triangle des Bermudes sont disparus et leurs documents sans que l'on puisse expliquer pourquoi? Oui, ça c'est intéressant. Bon, il y a effectivement certains hommes de science, certains chercheurs qui ont amené des choses. D'ailleurs, l'année dernière, je voulais faire une conférence sur le triangle des Bermudes et je me demandais, est-ce que je vais disparaître moi aussi? Sauf que je peux pas. T'es encore là. Oh oui, je suis encore là puis je suis là pour un bout de temps. Ces chercheurs avaient un problème. Premièrement, ces chercheurs n'avaient pas l'ajustement nécessaire pour pouvoir annoncer à l'humanité des choses, tout en cachant les choses qui ne doivent pas être révélées. Le triangle des Bermudes a une raison intelligente d'être. Il n'y a rien sur le plan planétaire qui est là par hasard ou qui est là sans être autorisé par de l'intelligence. L'intelligence, elle est extraterrestre, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être confinée à l'échelle de notre planète. Quand je dis l'intelligence est extraterrestre, je ne veux pas dire que l'intelligence habite des extraterrestres. L'intelligence n'est pas de la Terre, donc elle est extraterrestre. Hein? Mais elle vient pas dans un vaisseau spatial, l'intelligence. Elle est en masse intelligente pour venir sans ça. Les bonhommes qui ont mené l'explication ont premièrement cherché les explications scientifiques et à un moment donné, ils ont eu des révélations. Ils ont eu des contacts avec les formes intelligentes qui disons, passent par ce triangle. Ils ont eu certaines choses, mais premièrement, l'humanité, ce n'était pas le temps qu'on révèle des choses. On n'a jamais parlé du phénomène extraterrestre réellement, mais vous allez voir que vous allez en entendre parler de plus en plus, pour la simple raison que c'est l'une des conditions d'intervention non prévisibles, non prévues, non calculables dans un phénomène apocalyptique qui, lentement, se dirige vers l'humanité. Alors, les savants font des calculs, font de la recherche, et s'il y a une guerre nucléaire, il va rester ceci. Il y aura deux formes d'intervention qui ne sont pas calculées par eux, dont l'une des deux est une intervention ovnique. Pas nécessairement par des vaisseaux, mais enfin, c'est une chose intéressante. Bon. Alors, les chercheurs ont disparu. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce qu'ils allaient dire n'était pas de ce temps.
Deuxièmement, certains chercheurs avaient suffisamment d'intelligence pour, à un moment donné, comprendre et transcender ces choses. Alors, ils ne sont pas restés sur le plan terrestre, on les a carrément ramenés avec soi, c'est-à-dire que les extraterrestres les ont carrément kidnappés. Et puis, ces chercheurs ont pu continuer à s'amuser dans leur trip, directement, en voyant les choses telles qu'elles étaient, et ils n'ont pas à en parler. Sachez une chose, c'est que l'intelligence extraterrestre, lorsque je parle d'intelligence, je fais toujours différence entre les deux formes d'apparition extraterrestre. Il y a l'inintelligence extraterrestre, c'est-à-dire les véhicules, enfin ceux qui vous rencontrent, qui veulent vous serrer la main, qui vous enlèvent de temps en temps. Et l'intelligence extraterrestre, celle qui n'enlève pas l'homme, mais qui l'instruit plutôt à un moment donné de sa vie. Et elle instruit l'homme, elle instruit pas l'homme parce que ça lui plaît, parce qu'elle aime l'homme. C'est parce qu'elle descend. Et à un moment donné, tant qu'elle se ramasser à bord d'un cochon, ben, elle préfère rentrer dans quelqu'un d'un humain. Et selon l'évolution de l'homme, ça crée un phénomène chez lui qui porte le terme d'intuition. L'humain découvre des choses. Ces bonhommes-là avaient ce contact. L'intelligence extraterrestre n'hypnotise pas les individus pour les laisser s'en aller. Okay? Ça, c'est les extraterrestres d'involution qui cherchent justement à impressionner l'homme. Alors, ces chercheurs ici, certains chercheurs ont été éliminés par les forces armées américaines. Éliminés, on ne les a pas tués, faites-vous-en pas, on les a achetés, puis on les place dans un beau petit paradis, puis on les nourrit, puis on les oublie là. Bon. Et ça se fait relativement fréquemment au niveau des forces américaines. Faut pas penser qu'ils sont tueurs. Non, les États-Unis d'Amérique ont suffisamment de conscience pour ne pas démolir une tête. Quand quelqu'un est une bolle, si elle est dangereuse, il l'élimine pas. Il donne un petit paradis, un petit coin des États-Unis, c'est un petit île, on le nourrit, on lui donne tout ce qu'il a besoin, puis il continue à travailler. C'est intelligent, brillant, ça nuit pas à personne. La liberté de presse, regarde. Et les autres bonhommes ont simplement été enlevés par le phénomène extraterrestre. Est-ce que le Québec et le triangle des Bermudes vont se rencontrer? Si oui, en quelle année? Que va-t-il se passer? Non, le Québec ne rencontrera pas le triangle des Bermudes. Le Québec ne descendra pas suffisamment bas pour rejoindre le triangle des Bermudes. Pas avant très, 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 très longtemps. Et le Québec va devenir une terre suffisamment privilégiée au niveau de notre bouclier canadien. Quand je parle du Québec, je fais référence à K-E-B-E-K, le Québec ésotérique des traditions ancestrales. Donc, tout le bouclier canadien va devenir l'une des régions planétaires les plus en demande dans les temps qui vont venir. C'est la terre la plus vieille de notre planète. C'est la première terre de surface. C'est la seule terre qui n'est pas traversée par des failles. C'est une terre qui n'a jamais été ensevelie, qui ne bouge presque pas lors de tremblements de terre majeurs et qui, pour un paquet d'autres raisons, est une terre parfaite. Alors, le triangle des Bermudes va servir à d'autres choses. Le Québec ésotérique va servir à d'autres choses et le Québec n'a pas et ne touchera pas le triangle des Bermudes. Quel est le rôle des passages énergétiques situés au Québec par rapport aux hommes nouveaux du Québec? Bon. Il y a sur la planète Terre une panoplie de méridiens d'énergie. Vous savez, quand un oiseau, vous connaissez les oiseaux migrateurs, pas ceux qui se grattent avec des barres, les migrateurs, ceux qui migrent. Les oiseaux migrateurs décollent, ne savent pas où ils vont, les outardes et un paquet d'autres. Et à un moment donné, ils volent, puis tout d'un coup, ils détectent l'un des méridiens connus d'énergie. Ce méridien part du pôle Nord, s'en va vers le Sud. L'oiseau, instinctivement, se branche sur le méridien et le suit. De ce fait, il ne peut pas perdre sa route lorsqu'il suit ses migrations. On a le grand monarque, le papillon, qu'on connaît bien ici au Québec, qui aussi migre jusqu'au Mexique. Alors, toutes les baleines vont suivre ces méridiens. Les outardes, une panoplie d'oiseaux, vont suivre ces méridiens d'énergie. La Terre change en d'axe. Évidemment, certains méridiens sont altérés pendant un laps de temps. Alors, outre la pollution de la mer, certaines baleines vont s'échouer parce que le méridien passait ailleurs avant, maintenant passe par une terre. Certains oiseaux, comme à un moment donné nos outardes, remontaient vers le nord pour migrer vers le sud. Alors, cela complique un peu les choses. Il y a des perturbations énergétiques. Parmi ces méridiens, certains sont extrêmement proches de la surface du sol et traversent le Québec au niveau du bouclier canadien, donc les Laurentides, entre autres. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que l'énergie tellurique de notre Québec, donc de ce bouclier canadien qui est l'énergie la plus vieille de notre planète Terre au niveau de la surface, a la propriété d'attirer vers elle la majorité des énergies supplémentaires qui présentement touchent notre planète Terre. Cela veut simplement dire que cette Terre qui porte ésotériquement le nom de Terre blanche, c'est-à-dire la région
où avant chaque cataclysme majeur, les humains les plus évolués sont ramenés de façon à être préservés des apocalypses des continents qui disparaissent, de façon à être préservés des cataclysmes créés par les continents qui surgissent, de façon à ce que la race la plus évoluée biologiquement, génétiquement, astralement ou mentalement, puisse pouvoir recevoir un contact avec l'intelligence instantanée, ou l'intelligence instantanée, disons, astralisée à l'époque de l'Atlantide. Et tout cela se passe continuellement sur ce bouclier canadien, où toutes les migrations par la suite vont toujours se faire après chaque cataclysme. Présentement, la majorité des êtres humains qui ont à revivre un phénomène intelligent, ceux qui ont un corps physique pouvant supporter le contact, ce n'est pas tous les corps physiques qui peuvent le faire. Un jour, ils le pourront, mais chaque chose en son temps. Ces êtres humains-là vont migrer vers le Québec, vont naître au Québec, et les autres vont migrer vers l'extérieur du Québec. Québec ésotérique. Donc, on parle d'une partie de l'Ontario, les territoires du Nord-Ouest, tout le Québec, enfin, on parle d'une grande partie, une grande surface. Les méridiens d'énergie qui passent là sont des méridiens qui, de temps en temps, vont devenir un espèce de condensateur d'énergie supramentale. Et lorsque les humains qui ont suffisamment de solidité physique et mentale se trouvent dans ces régions, lorsqu'il y a des contacts entre le plan supramental ou des échanges, disons, telluriques d'énergie entre la Terre et l'extraterrestrialité, ben évidemment, ces humains ont un potentiel d'intuition de beaucoup accru, ce qui leur permet d'avoir accès pendant un laps de temps à ce savoir instantané. Les méridiens où ils sont, présentement la Terre est en mouvement, les méridiens se déplacent, sont instables. Je dis de temps en temps que lorsque les temps seront venus, les humains qui auront à savoir sauront ce qu'ils devront savoir. Je n'ai rien à dire de plus là-dessus. Le bouclier canadien est-il un phénomène énergétique qui pourra garder une certaine quantité de monde, de personnes, pour recréer un nouveau monde? Je pense que t'en as parlé. Ouais. Bon, le bouclier canadien est effectivement la Terre, le mont Meru des Hindous, la Terre blanche, ben d'autres termes qu'on a sortis au niveau de ce bouclier canadien. Effectivement, encore une fois, c'est assez dommage. Les Québécois sont médiocres, c'est pas que la majorité ici, quand on dit que vous êtes bon, ça vous fait drôle. Quand on dit que vous êtes mauvais, ça vous choque, mais quand on dit que vous êtes bon, ça vous fait drôle. C'est du Québec que de plus en plus vont partir les informations pour la planète. C'est du Québec que de plus en plus la haute science-technologie va être engendrée. C'est du Québec que toute l'évolution ésotérique ou de conscientisation va être, exportée à l'échelle de la planète. Pendant longtemps, on lisait des livres importés. D'ici peu, on va exporter nos écrits, pas juste les miens. Il y a beaucoup d'autres Québécois et Québécoises qui maintenant commencent à écrire des choses qui sont bouleversantes, mais mauditement brillantes. Bouleversante parce que c'est neuf, mais intelligente parce qu'on ne peut pas les réfuter. Et plus cela va aller, plus ce sera du Québec que va partir les choses. Alors, si on parle d'un monde nouveau à l'échelle de notre planète, ben effectivement, le Québec aura son rôle, aura son mot à jouer. C'est la seule terre, le Québec ésotérique, qui n'a pas vu de guerre. C'est la seule terre qui n'a pas été, disons, bafouée énergétiquement comme bien d'autres terres. Les États-Unis d'Amérique auront un rôle de préservation à jouer face au Québec. Et à un moment donné, le Québec entrera dans un rôle, disons, dans un apothéose que d'autres nations ont déjà connu et que le Québec n'a pas encore connu. On veut parler de monde nouveau, ben effectivement, ça va partir à partir du Québec ésotérique, donc du bouclier canadien. Et je ne dis pas ça parce que je suis Québécois, je l'ai déjà dit, je le répète, je suis Québécois, je suis né au Québec parce que c'est au Québec que ça va se faire. Je dis pas que ça se fait ici parce que je suis né au Québec. Ce qui est bien différent. Quand un humain se trouve dans ce champ énergétique tel que celui de Triangle de Bermude, dans quel monde parallèle se trouve-t-il? Monde évolué ou involué? Bon, le monde où l'être humain se retrouve est un monde beaucoup plus évolué. Beaucoup plus évolué où il n'y a absolument aucune entité pouvant capter cette évolution. À l'époque des dinosaures, l'humanité était mauditement plus évoluée qu'aujourd'hui. À l'époque, disons, anté-dinosaurienne, l'humanité, enfin, l'évolution planétaire était drôlement plus avancée que la nôtre, aujourd'hui. Sauf que, celui qui se ramasse dans le passé, et s'il veut vivre dans le passé, devra revenir à aujourd'hui. Dans le passé, c'est plus évolué, sauf que la tendance, elle est à la baisse. Celui qui s'en va dans l'avenir, c'est plus évolué qu'aujourd'hui. Mais là, la tendance est à la hausse. Alors, évidemment, tant qu'à voyager dans le temps, on est mauditement mieux d'aller dans le futur.
Le problème, c'est que la planète Terre étant mémorielle au niveau des plans astraux, le triangle des Bermudes surtout envoie l'humain dans le passé. Donc, le contexte énergétique est mieux, l'humain ne sera pas malade. Hein, parce qu'il n'y a pas de maladie, l'humain est pas assez densifié. Donc, les maladies n'existent presque pas. L'humain ne sera pas malade, l'humain souffrira beaucoup moins. C'est-à-dire que l'humain pourra se frapper puis sentira pas grand-chose. L'humain est beaucoup plus, disons, brut, c'est-à-dire qu'il souffre beaucoup moins. Sauf que l'humain, avec le cerveau qu'il a là, va voir et comprendre des choses qui ne doivent pas être comprises par lui, pour la simple raison qu'il n'a pas, lui, la conscience évolutive suffisamment avancée pour pouvoir supporter le choc d'un contact extraterrestre dans une époque où il n'y avait pas de barrière à ces phénomènes extraterrestres. C'est-à-dire que l'énergie arrivait mauditement plus évoluée que celle qui nous parvient aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'homme est prêt à la recevoir et elle revient ajustée planétairement. Donc, elle arrive à l'homme en petits morceaux. L'homme qui se ramasse dans ce contexte la reçoit en pleine face et il ne peut pas la supporter. Prenons l'exemple d'aujourd'hui, parmi vous. On fait ceci, vous ramassez v'là 2000 ans. Ah ben, vous allez être mauditement brillant. Parce que v'là 2000 ans, ce qui descend comme énergie est drôlement plus puissant que ce qui descend aujourd'hui. Sauf que l'humain de l'époque n'a pas la faculté d'entrer en contact avec ses plans. À part le Nazaréen, à part le mec ici, Saint-Germain, et à part donc d'autres personnages. Sauf que si vous vous ramassez dans cette époque avec le corps physique que vous avez, qui est le résultat d'évolution génétique, ben, ce que vous allez gober comme contact, comme intelligence, comme esprit simple, c'est comme vous voudrez, vous pourrez pas le supporter, ça va être drôlement plus haut que les apôtres, et de très près ce que le Nazaréen a eu comme contact. Sauf que vous ne pourrez pas supporter égoïquement ce contact, et vous allez carrément devenir fou. Si le triangle des Bermudes n'est plus situé au même endroit maintenant, peut-on savoir où il est et est-ce que les extraterrestres s'en servent encore autant? Bon, les extraterrestres ne se servent plus de cette région du triangle des Bermudes comme ils s'en servaient avant. Les extraterrestres ont perdu de beaucoup leur caractère d'apparition en vague à l'échelle de notre planète, pour la simple raison qu'il y a des changements planétaires, et étant donné que les sorties, c'est intéressant à constater que la majorité des sorties de ce centre de la Terre, disons, et de ce monde du passé où ils vont, étant en mouvement, les extraterrestres n'ont plus la possibilité de retrouver ces portes comme avant, ce qui les confine à une recherche intérieure et à une recherche dans un continuum du passé, leur interdisant carrément les apparitions comme on les avait avant par grosses vagues. Bon. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que d'ici peu, la Terre va se stabiliser et on va assister justement à une grosse vague. Pour l'instant, les extraterrestres se servent toujours de ce phénomène, mais n'en retrouvant pas exactement la porte, ni dans le passé, ni dans l'avenir, parce que les deux sont déphasés l'un sur l'autre, les extraterrestres ont un problème de gestion au niveau de leur transport. Ça paraît extrêmement con parce qu'on pense toujours que les extraterrestres sont extrêmement brillants. Les extraterrestres sont extrêmement brillants, oui, sauf que dans un contexte comme le plan terrestre, leur brillance s'altère assez rapidement. S'il y a une porte spatio-temporelle dans le triangle des Bermudes et que les militaires du présent et qui la traversent peuvent se retrouver dans le passé ou l'avenir et en revenir, alors pourquoi n'y a-t-il pas de dinosaures, par exemple, qui en traversent une de telles portes il y a 50 millions d'années pour se retrouver sur la rue Sainte-Catherine? Bon, pour plaire à la personne, on peut savoir qu'on a déjà pêché des ichthyosaures, n'est-ce pas? Tout à fait vivant. C'est un poisson un dinosaure, n'est-ce pas? Qu'on pensait disparu et qu'on n'a jamais retrouvé. Et dernièrement, enfin, voilà, une trentaine, quarantaine d'années, on a pêché des ichthyosaures. Et ça l'a fait frémir les savants. Bon. Sur la rue Sainte-Catherine, il n'y a pas de triangle des Bermudes, donc il n'y a pas de porte. Il y a des portes coulissantes, des portes tournantes, là, bien vite, là, mais il faudrait tourner en maudit. Bon. Autre chose. Le temps où les dinosaures ne vivaient pas, les dinosaures vivaient sur certaines régions de notre planète. Lorsqu'on parle des dinosaures, on parle de l'une des grosses familles des animaux d'époque. Ils ne vivaient pas à l'époque où le triangle des Bermudes amène les individus. L'ichthyosaure ne provient pas du triangle des Bermudes au niveau des portes temporelles, il provient d'une autre porte qui, elle, est reliée à la faune marine de cette époque. Le brontosaure, le brachiosaure, le diplodocus étaient extrêmement gros. Maintenant, ils vivaient dans des marécages, ne pouvaient pas vivre dans la mer. Ils se supportaient par l'eau et vivaient sur le bord des berges. Tandis que la porte qui a amené l'ichthyosaure dans notre continuum à nous est une porte extrêmement marine où il n'y a pas de terre et où il n'y a pas eu de terre.
Maintenant, on peut s'amuser aussi à parler de certains dinosaures qui ont été vus et qui ont été, enfin, on est à leur recherche en Afrique, des dinosaures, en l'occurrence des brontosaures, qu'on a toujours pensé disparus aussi et qui, à un moment donné, sont dessinés par les indigènes. Bon, ça peut peut-être répondre à ceci. Le triangle des Bermudes, lui, provient d'une région extrêmement antérieure au phénomène des dinosaures, là où les animaux commencent à peine à sortir, et lorsque l'animal est transporté dans notre continuum spatio-temporel, l'animal n'a pas la densité énergétique, c'est-à-dire qu'il n'a pas la solidité. Ce n'est pas un mollusque, c'est un peu plus mou que le mollusque, et lorsque c'est transporté dans notre continuum spatio-temporel, l'animal vit une dégradation, c'est-à-dire qu'il vit une construction hyper rapide de sa condition à lui, ce qui le transforme, et lorsque ça tombe sur les bateaux, tous les phénomènes qui ont été vus là sont des phénomènes extrêmement froids, gelés, glacés. On a des nuages qui ont glacé des cordages en pleine mer, on a les blocs de glace qui tombent, on a cette neige, on a les grenouilles qui tombent, elles ne sont pas vivantes, elles sont gelées, et on a un paquet de choses dans le genre, pour la simple raison que la différence de potentiel de l'époque à aller à cette transposition aujourd'hui fait en sorte que la crispation extrêmement rapide des molécules oblige chez ces transports-là, enfin ceux qui sont transportés, les animaux et les conditions matérielles, à vivre un stress qui les déforme rendus ici. Ceux qui partent du triangle des Bermudes et qui s'en vont de l'autre côté, s'ils sont à pied sur un bateau, dans un bateau de guerre, dans un sous-marin de guerre, il y a différentes choses qu'on peut comprendre. La protection des phénomènes métalliques, la coque du sous-marin comme la coque du navire de guerre absorbe une grande partie de l'expansion de chaleur. Les personnes qui vivent l'apport, qui vivent un transport, si vous préférez, dans le passé, vivent un phénomène d'immense chaleur. C'est normal, l'inverse se produit. Si l'être humain est protégé dans sa coque, il a de fortes chances de ne pas vivre ce phénomène de chaleur parce qu'il conserve la même atmosphère évolutive que celle du point de départ. Maintenant, lorsque la personne ou lorsque le vaisseau traverse dans le passé et revient, il est givré de glace, il a de gros problèmes. Enfin, c'est ce qui est arrivé au niveau des vaisseaux de guerre. Pourquoi il n'y a pas de dinosaures sur la rue Sainte-Catherine? Premièrement, la loi le défend. Deuxièmement, il n'y a pas de triangle des Bermudes sur la rue Sainte-Catherine. C'est ce qui explique les choses. Il y a des cocos situés au nord-est des Galapagos. A été appelée l'île du diable. Il y a des portes sur des mondes parallèles dans cette île. Y a-t-il des portes? Bon, les Galapagos au complet sont des îles qui ont servi... On a des questions assez intéressantes, alors on peut... Si vous avez des bonnes questions, c'est pas ça me fait passer pour un fou. Il y a de cela très très jadis, il y a un bonhomme qui était un expert dans la génétique et qui s'est amusé sur certaines îles à fabriquer des animaux. Il a fabriqué différents animaux parce qu'il voulait adapter génétiquement les animaux de l'époque au bon plaisir astral de l'humain. Lorsque lui et ses concitoyens ont entrevu qu'à un moment donné, tout l'eau qui habitait l'atmosphère était pour s'écraser, ils ont construit 2 immenses cabanes de bois flottantes et ils ont fait rentrer leur laboratoire à l'intérieur de ces 2 grandes cabanes. Ils ont donc fait rentrer un mâle, une femelle, et ils ont continué leur travail. D'ailleurs, c'est lui qui va fabriquer le chat, entre autres, et le chien pour l'homme. Le plus connu de ces 2 vaisseaux est l'Arche de Noé. L'autre a échoué sur la péninsule de la Terre de Feu, en Amérique du Sud. Lorsque les Galapagos ont été constitués, à cette époque atlantéenne, les humains avaient de grands contacts avec les phénomènes extraterrestres, les phénomènes melchisédiens entre autres, et effectivement, les îles Galapagos ont été un laboratoire. C'est pourquoi d'ailleurs Darwin a retrouvé sur ces îles différentes formes d'animaux qui ne se retrouvaient pas ailleurs sur la planète. On sait que 90%, disons 75% de la faune vivant aux Galapagos est unique à ces îles. Ces îles ont une attraction magnétique similaire à l'île de Pâques, mais ce ne sont pas des portes spatio-temporelles d'un continuum à un autre. Ce sont beaucoup plus des portes qui pourraient permettre à l'astralité, donc à l'âme de l'humain, de voyager au niveau des annales akashiques de notre contexte planétaire, sans pour autant entraîner un déplacement du corps. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en termes plus concrets, plus simples,
Cela veut dire qu'une personne qui va dormir dans les Galapagos, qui va dormir dans les îles autour des Galapagos, ou sur l'île de Pâques, entre autres, à certains temps, et selon évidemment l'individu, dans certaines régions de cette île, elle peut faire un maudit beau voyage astral, c'est-à-dire qu'elle peut faire un maudit beau rêve, éveillé ou endormi, où elle verra des choses absolument formidables, mais elle n'aura pas le privilège réel d'y assister avec son corps physique. Ce n'est pas une porte spatio-temporelle comme on la considère au niveau du triangle des Bermudes. Si le triangle des Bermudes est une énergie ou un phénomène énergétique qui est passé, présent et futur, est-ce que cette énergie, on pourrait l'appeler Dieu? Vous savez que l'humain est passé maître dans l'art d'appeler tout ce qu'il ne comprenait pas Dieu. On peut l'appeler Dieu. La seule chose qu'il y a, c'est que ça n'a rien à voir avec les dieux des théologies. C'est dangereux parce que ça pourrait flatter l'ego des extraterrestres. Et appeler Dieu quelque chose, c'est dangereux. Parce que l'idée que l'être humain a de ce qu'il veut dire Dieu est une idée puissante. Et donner cette puissance à n'importe quoi qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, là, vous contez une anecdote qui va vous faire comprendre. Sur un continent, il y a de cela quelque temps, une peuplade assez bien organisée, adorait des dieux. Et elle savait que les dieux devaient être blancs. Alors un jour, un corps humain est apparu sur la terre, sur le bord d'une plage, il descendait d'un vaisseau, un vaisseau à voile, et il était blanc. Alors évidemment, ils l'ont appelé Dieu. Cortés, fier de cette appellation, a massacré les Incas, pillé leur or et envahi l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud au nom de l'Espagne. C'est juste le Brésil qui est envahi par les Portugais. Alors les Incas, évidemment, ont sans doute regretté d'avoir appelé Dieu ce qu'ils ne connaissaient pas. Le triangle des Bermudes, l'appeler Dieu, veut aussi dire ne pas lui résister, ne pas lutter contre, ne pas ceci, ne pas enquêter, etc., etc., etc. Non. Dieu, il se vexera pas si vous l'appelez pas Dieu. Parce que s'il se vexe, ben vous vexez-vous pas, vous serez plus évolué que lui. Alors, appeler l'énergie du triangle des Bermudes Dieu, c'est exactement comme appeler l'énergie de l'éclair Thor, Dieu du tonnerre. Quand vous comprendrez un jour tout ce qui se passe dans ces phénomènes énergétiques à l'échelle de notre planète, ben, il y aura des dieux qui vont encore une fois devoir laisser leur nom. Prenez patience avant de baptiser. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a des phénomènes tunnels reliés dans l'espace dans les triangles des Bermudes? Bon, le triangle des Bermudes ne conduit pas dans l'espace, donc ne conduit pas sur d'autres planètes, il conduit plutôt dans le passé. Ce passé existe en même temps que notre présent. C'est inconscientisable par la majorité des humains. C'est maintenant du domaine de la conscientisation possible pour l'astrophysique, parce que eux, s'ils ne peuvent pas comprendre l'illusion du temps et de l'espace, n'arrivent plus à accepter que le temps et l'espace sont, même s'ils ne peuvent pas accepter qu'ils ne sont pas. Ils sont mauditement mal pris. Le triangle des Bermudes est une porte spatio-temporelle qui permet à des phénomènes d'un continuum spatio-temporel, le présent en ce qui nous concerne, de pouvoir se retrouver à la même place, au même moment, mais dans un autre continuum, donc dans un continuum que nous pourrions appeler le passé. Ça ne mène pas dans l'espace. Les avions et les pilotes que l'on retrouve dans le film Rencontre du troisième type ont-ils disparu dans le triangle des Bermudes? Bon, il faut comprendre aussi que Rencontre du troisième type est un film qui a été censuré, qui a été coloré, qui relate en gros des choses qui ont été vécues par des Américains. Le film n'est pas tiré du hasard comme ça, ne vous en faites pas. Les Américains en ont vécu suffisamment parce que les États-Unis d'Amérique seront l'un des peuples les plus, d'ailleurs les premiers à être contactés massivement, et l'un des peuples les plus importants dans les temps qui vont venir. Par la suite, ce sera le Québec. Les États-Unis, lorsqu'ils ont fait ce film, ils démontrent un paquet de choses et évidemment, le film est coloré parce que le film est ajusté
à la population et on doit y aller très, très mollo pour amener des choses neuves, pour préparer les humains à des choses. Il y a beaucoup de films américains qui sont faits pour préparer les humains. Tous les films qui ont de l'intelligence. Alors, on a évidemment Rencontre du troisième type. On en a une panoplie, je ne vais pas les nommer. Quand vous aurez le feeling d'aller les voir ou de les louer, vous le ferez. Tous les films qui ont de l'intelligence sont des films, justement, qui sont préparatoires à certaines choses. Dans ce film, on relate une panoplie de faits disparates passés aux États-Unis. Donc, il y a effectivement des choses qui vont, des pilotes, enfin, il y a des rapprochements, en fait, entre ce qui s'est passé au niveau du triangle des Bermudes. Mais la majorité des choses, ce n'est pas cela. C'est d'autres choses. Les États-Unis ont été cobaïsés, on s'en est servi comme cobaye énormément au niveau extraterrestre, par les extraterrestres d'involution et évidemment par l'intelligence supramentale, qui d'ailleurs a fait naître la cosmogonie d'Urantia, un livre que je n'ai jamais lu, que je ne lirai sans doute jamais, mais aux États-Unis. Et de plus ça va aller. D'ailleurs, les États-Unis ont été les premiers aussi à avoir l'intuition de la bombe nucléaire. Ça a été les premiers à plusieurs autres choses. Ils font des gaffes, ils font des conneries. Bon, c'est normal. Ils ne savent pas encore ce qu'ils ont entre les mains, mais ça va venir. Qui a créé et quelle était la fonction des pistes et des dessins du plateau de Nazca en Amérique du Sud? Bon. Là, ça n'a plus rien à voir avec le triangle. Nazca, ça se trouve au Pérou. Les pistes et les plateaux ont été premièrement dessinés par des humains, par des êtres humains. Ces êtres humains les ont dessinés pour faire un culte à des choses qui passaient régulièrement par là. Il y a eu des préparations melchisédiennes au niveau de l'Amérique de façon à instruire les Incas, de façon à instruire surtout les Mayas antérieurement à eux et les Aztèques. Titicaca vient de la déesse Titi. Alors un jour, on a observé au-dessus d'un lac quelque chose qui passait, un ovni dans notre langage, un dieu dans le leur, et qui a jeté des excréments. Il s'est tombé dans le lac. Caca. Et de ces excréments est sortie une déesse, Titi. Et le lago des Titicaca porte ce nom justement en référence